Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est la consigne pour rester en bonne santé. Mais que faire quand ce sont ces aliments qui nous tuent à petit feu? À la rencontre de ceux qui proposent des solutions, notamment grâce au bio. Et puis direction Fresco, petit paradis vert arrosé par de nombreuses rivières et fleuves qui se jettent dans la mer. Une destination authentique mais à l'équilibre fragile, vous le verrez. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Mélina. Bonsoir Pierre. Bonsoir à vous. On vous le disait en intro, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est la consigne pour rester en bonne santé. Mais que faire quand ce sont ces aliments qui nous tuent à petit feu? En Côte d'Ivoire, on estime à 40% le pourcentage de pesticides frauduleux, périmés ou interdits d'utilisation parce que cancérigènes. Et pourtant, ils font partie du quotidien des agriculteurs, Pierre. Et l'une des solutions pour le consommateur, c'est de se tourner vers le bio. Et ce soir, justement, immersion dans l'une de ces fermes, l'une des premières à avoir fait le pari de cette agriculture respectueuse de l'environnement. Et c'est un reportage qui vous est proposé par la rédaction. Sur ces étals, de bons fruits et légumes. Regardez comme ils ont l'air bons. On aurait envie d'en manger sans s'arrêter. Et puis on se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il est encore difficile malgré toutes les bonnes volontés de maîtriser la prolifération des pesticides. En Côte d'Ivoire, plus de 40% des pesticides utilisés par les agriculteurs sont frauduleux, périmés ou interdits d'utilisation parce que cancérigènes. Et pourtant, ils font partie du quotidien. Mais certains agriculteurs ont fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité et se sont tournés vers une agriculture bio. Direction Boaké, dans le centre du pays. Mais là, vous êtes chez moi. Et nous sommes ici à Boaké, au quartier municipal. Donc la journée commence toujours par... Le premier réflexe, c'est de visiter déjà ma serre. La serre qui est plutôt une pépinière. Et c'est de là que part toute la ferme, quoi. Toutes les activités de la ferme de Malabo démarrent ici. Amadou est le propriétaire de l'une des premières fermes biologiques du pays. Et c'est chez lui, dans une pépinière, que tout commence. Là, nous sommes à l'intérieur de ce que j'ai appelé mon laboratoire. C'est ici que j'ai toutes les pépinières, donc c'est de là que part tout. Donc la première des choses à faire, je regarde si elles ont bien passé la nuit, est-ce qu'il n'y a pas eu de flétrissement, est-ce que tout se passe bien. Et puis après, naturellement, elles ont besoin d'un peu d'eau. Donc on va asperger un peu pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ici, là, vous avez des tomates, des cerises en mélange, du poivron et beaucoup de variétés en fait. Beaucoup de variétés. Ça, il y a au moins presque 1000 plantes là actuellement au niveau de la serre ici, de la pépinière. Donc, une fois ça terminé, il y en a qui doivent aller aujourd'hui, par exemple, sur la ferme pour être épiqués. Et donc, on va les emporter tout à l'heure. L'homme est aux petits soins avec ses plantes. Pour lui, être agriculteur est un véritable sacerdoce. Je pense que le job de maraîcher, c'est vraiment un job qui a du sens pour moi parce qu'il me fait me réveiller chaque matin avec plus de détermination que la veille. Et donc, on ne peut pas me dissocier de cela.
l'agriculture, l'activité et moi ne faisons qu'un. Donc, et comme je vous ai dit aussi, c'est ça la base de tout ce qui s'est fait là-bas. Donc, c'est la partie essentielle. Et donc, en tant que le premier responsable, je dois être là où il y a le plus d'efforts à fournir. Donc, c'est là pour moi qu'il y a le plus d'efforts. Donc, je dors avec mes pépinières. En faisant le choix de l'agriculture biologique, Amadou a renoncé à l'utilisation d'engrais et de pesticides de synthèse. Tout ce dont ces plantes ont besoin, il les fabrique dans ses fûts, de façon totalement naturelle. Là, vous avez ce grand fût. Là, nous avons du purin de consoude dedans. Ben, ça ne sent pas très bon, mais il a quand même des résultats très, très intéressants. On va plutôt prendre ici, ça c'est du phosphore en fait. Du phosphore, mais pas, comment on appelle, pas de synthèse, mais du phosphore naturel. À l'état liquide. Voilà, donc là vous voyez sa couleur. Voilà, ça c'est top. Voilà, et ça je vais le diluer du potassium, du phosphore. Donc je vais le diluer. Et puis voilà quoi, le mettre dans mon pulvérisateur et puis apporter ça à mes plantes. Et donc ça c'est obtenu essentiellement de plantes. À base de plantes. Là, on a déjà enlevé la plante qui a servi à ça. Donc là vous voyez, c'est top quoi. C'est sans danger pour le praticien, c'est-à-dire le maraîcher lui-même, sans danger pour les plantes. Et in fine, la partie essentielle, même sans danger aussi pour le consommateur. Donc vous êtes sûr de manger avec 0% de matière, de produits chimiques, quoi. Il produit également de l'azote et du potassium pour ses plantes. Nous embarquons directement pour Malabro, la ferme d'Amadou, à 15 minutes de son domicile. Depuis bientôt 10 ans, c'est une nouvelle vie à laquelle se consacre pleinement ce militaire à la retraite. Vue du ciel de la plantation de 5 hectares. Ça y est, on est arrivé, on est bien à la ferme de Malabro, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ben, donc là maintenant on va se diriger vers les serres. Je vais déposer ça d'abord dans les serres, dans un premier temps, dans la serre que je gère un peu particulièrement, et après je vais faire le tour de toutes les serres. Okay. C'est ici, dans ces serres, qu'il fait grandir les différentes variétés de légumes qu'il commercialise. Ici, nous sommes dans cette serre et elle appartient particulièrement. C'est madame qui s'en occupe particulièrement de cette serre. Et ici, on a les aromatiques, les plantes aromatiques. Voilà pourquoi c'est madame qui s'en occupe. Parce que les plantes aromatiques apportent quelque chose de particulier à la sauce. Donc ici, par exemple, là, vous avez des basiliques. Vous avez à peu près 3 variétés de basilic qui sont là, basilic pourpre,
basilic géant. Et puis vous avez les basilic cannelle. Donc ici vous avez trois variétés de basilic. Ça c'est une plante super bonne. Par exemple, je vous disais que on fait nous-mêmes nos extraits de plantes pour pouvoir traiter nos cultures et autres. Ça c'est très important dans la fabrication de nos bio-fertilisants, bio-pesticides, bio-insecticides, tout ça. Ça c'est très important. Alors comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle va avoir comme particularité du coup? Ça, cette plante, elle a une racine pivotante qui va plein dans le sol et elle te remonte tout le phosphore. Elle remonte le phosphore, donc elle-même elle est gorgée de phosphore et de potassium. Donc là déjà j'ai le P et le K juste avec cette plante. Voilà, donc pas besoin d'aller acheter, de faire des frais supplémentaires pour acheter des produits de synthèse. On les fait sur place. Et là, donc vous voyez ici les planches sont couvertes. Elles sont tout le temps couvertes. Ça permet donc, parce qu'en agriculture biologique, c'est un peu de la symbiose. Il y a des champignons, il y a des micro-organismes, il y a des champignons qui sont dans le sol. Donc il faut prendre soin déjà de ces bestioles qui sont dans le sol en couvrant le sol en permanence. Et puis, donc du coup, elles vivent bien, elles montent, elles mangent ce qu'il y a en haut. Et puis l'air d'éjection, les tiricules pour ce qui concerne les vers de terre, sont un très bon fertilisant pour nos plantes. Donc c'est une vie en symbiose, quoi. Il faut une parfaite harmonie pour que tout cela marche correctement. Là derrière, on a la coriandre et puis le cerfeuil. Bon voilà, donc ça c'est vraiment ces deux planches déjà, ça fait le bonheur des dames, quoi. Vous voyez, c'est des laitues qui probablement la semaine prochaine elles pourraient partir. Il y a la reine de mai et puis il y a la grosse paresseuse. Ça c'est la reine de mai. Et ça, c'est la grosse paresseuse. C'est leur nom. Ce n'est pas moi qui ai donné ces noms. Voilà. Et il y a des feuilles de chêne. Il y a un peu de fenouil. Donc, il y a une association aussi des cultures. Ce qui permet à chaque plante d'apporter ce qu'elle peut à l'autre. Et puis, bon, voilà, c'est le partage. Les productions de la ferme sont acheminées chaque semaine à la clientèle d'Amadou. Sa devise, produire peu, mais produire en qualité. C'est un peu difficile. Je suis en train de travailler à ça parce que les hommes de plus en plus demandent un peu les quantités que nous produisons. Vous savez, dans le maraîcher, ce n'est pas comme dans la culture du cacao, on parlera de tonnage et autres. Ici, c'est juste quelques bottes. Voilà. Donc, tout ce que moi je vais faire pour la semaine, ça ne dépassera pas peut-être les 100 kilos. Parce que tu vois, c'est juste des feuilles, c'est des bottes. C'est un peu de poivron qui ne fait même pas 1 kilo. Le poivron, ça va te faire peut-être 200 grammes. Donc, pour avoir 1 kilo, tu vois, voilà, on ne demande pas beaucoup de poids, c'est plutôt la qualité ici. Voilà, donc, je pourrais dire on peut sortir avec peut-être 200 kilos peut-être de maraîcher, disons, chaque semaine. Mais 200 kilos, si on va plutôt en matière de cacao et autres, ce serait peut-être comme c'est 3 tonnes. Les serres sont également équipées d'un système d'irrigation qui lui permet de faire des économies dans sa consommation d'eau. Mais mieux encore, pour éviter une évaporation trop rapide de cette dernière lors des fortes chaleurs, il a mis en place ce système. Il va falloir gérer le réchauffement même en tant que tel, parce qu'il y a des cultures qui ne supportent pas des degrés de température. Et donc la gestion rationnelle de l'eau s'impose à nous aujourd'hui. Voilà pourquoi l'une des raisons, les planches sont paillées. Cette planche-là que vous voyez, on a dû la creuser d'abord, mettre ce qu'il fallait, amender comme il fallait, après c'est recouvert. Tout ça pour diminuer notre consommation d'eau. Et puis en plus, nous avons des gouttes à gouttes donc, qui vont donner l'eau, la quantité d'eau nécessaire, juste ce qu'il faut à la plante. En termes de consommation d'eau, ça sans exagérer, je pense que j'utilise peut-être, je dirais peut-être 10 fois moins d'eau qu'en agriculture conventionnelle. 10 fois moins d'eau. Et surtout avec les planches que j'ai faites, que j'ai améliorées,
Je n'ai rien inventé, mais moi j'améliore ce qui est déjà là et puis je réfléchis, j'améliore surtout. Donc mes planches sont très résilientes, donc nous faisons une agriculture très résiliente aujourd'hui au changement climatique. Voilà, donc on consomme beaucoup moins d'eau, on dépense rien du tout pour les intrants, pesticides et produits chimiques et autres, alors qu'en agriculture conventionnelle, la plupart des sommes engrangées retournent encore pour l'achat de ces produits chimiques, qui d'ailleurs n'apportent rien de bon. Ouais, qui n'apportent rien de bon. C'est nocif pour le cultivateur lui-même, pour les plantes et puis même pour celui qui va consommer après. À l'abri poussent carottes, poireaux, tomates et bien d'autres encore. Une dizaine d'employés travaillent ici. À 15 h là, il faut venir irriguer un peu. Je t'en prie. Parmi eux, des étudiants en BTS fin de parcours, venus ici et qui découvrent une autre façon de faire l'agriculture. Ici, c'est en culture biologique. Donc ici, avec ce qu'on avait fait à l'école, c'est pas même chose. Qu'est-ce qui est différent? Ici, bon, là-bas, ils nous ont montré les produits chimiques. Or ici, nous, on ne traite pas les produits chimiques ici. C'est nous-mêmes nos propres produits que nous fabriquons ici pour utiliser sur nos plantes. Alors, quand tu arrives de l'école et tu arrives chez quelqu'un qui travaille sans produits chimiques, Oui. quand on te dit ça, tout d'un coup, il te dit, bon, moi, je travaille pas avec les produits chimiques ici. Ouais. Ça t'a étonné au départ? Bon, oui, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Enfin, il dit, bon, pourquoi on peut réussir quelque chose sans utiliser produits chimiques? Ah, mais bon, quand j'ai commencé à travailler avec mes encadreurs, j'ai vu que, bon, avec produits chimiques même, bon, c'est quelque chose même assez inutile, on est en train de s'empoisonner nous-mêmes. Vous voyez, tu prends les feuilles, tu fais tes purins, tu traites, et puis c'est top. Donc bientôt on pourra les récupérer, mais tu vois, je veux que là, le pédoncule, là, il soit carrément sec. L'autre objectif de cette ferme est de développer des cultures importées comme cette courgette de Nice. Une variété très demandée sur les marchés. Arriver à la produire en quantité ici pourrait réduire les coûts pour les distributeurs et acheteurs. Et là, comment ça se passe bien là? Oui, ça va, oui, ça va. Parce que là, il faut vraiment qu'on puisse atteindre l'objectif, hein, parce qu'il faut des semences. Sinon, on va devoir racheter encore des semences et ça coûte cher. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire et qu'on a toujours pensé qu'on ne pouvait pas faire ici. Et donc, ces semences, par exemple, pour juste 15 graines de ça, et ça me coûte 4 euros. Voilà. Et donc là, alors que dans un seul fruit, comme ça, quand je le laisse à maturité, je peux avoir plus de 200 semences. Donc, l'agriculture biologique, il faut être en même temps sémencier. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse reproduire toutes nos semences. Parce qu'avec tout ce qu'on voit un peu dans le monde aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on soit freiné un jour, juste parce qu'il y a un peu de conflit quelque part et qu'on ne puisse plus avoir nos semences, quoi. Il faut aller vers une certaine autonomie.
de plus en plus de fermes comme celle-ci voient le jour en Côte d'Ivoire. Les consciences s'éveillent pour une alimentation plus saine et respectueuse de l'environnement. Mais l'agriculture biologique demande quelques investissements qui se répercutent sur le coût des denrées, en fait encore un marché de niche, parfois inaccessible pour les ménages lambda. Et donc, un modèle ce soir d'agriculture sans pesticides. Et ce soir, nous avons décidé d'ouvrir notre discussion sur l'impact des pesticides sur la santé et la nécessité de se tourner vers l'agriculture biologique. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Arjuma Dembélé. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes Bonsoir, professeur, directeur de recherche en agrochimie et écotoxicologie à l'université de Nangui-à-Brogois. En quoi votre métier consiste-t-il exactement ? Exactement. Je tiens à vous remercier de m'avoir associé à cet échange-là qui, je pense, va permettre de savoir ce qu'on fait en Côte d'Ivoire et de faire ce qu'on sait faire et où notre agriculture évolue quand même. Donc, je suis chercheur, directeur de recherche en agrochimie et en écotoxicologie à l'université de Nangui-à-Brogois, comme vous l'avez si bien dit. Mes activités, d'abord, se font sur l'enseignement. Je prends des étudiants en année de licence, L3, à qui déjà on initie ce que c'est que les pesticides, à comprendre comment on fait la synthèse des pesticides, les différentes familles et quelles sont les formulations efficaces pour faire le traitement. Ensuite, ils poursuivent ceux qui réussissent en année de master, où on rentre encore dans des détails, où on voit l'aspect du mode d'action. Parce qu'il y a différentes familles et chaque famille, cette structure de molécules a une action, une toxicologie bien spécifique. Et quand on sort de ça, puisqu'on l'utilise, le but d'utiliser les pesticides, c'est de contrôler les ravageurs, les maladies, mais pas s'attaquer aux non-cibles. Dans ce cas-là, on rentre dans ces détails qu'on appelle le contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Comment faire pour respecter les normes. Et justement, c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, professeur. Les pesticides en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui dans notre agriculture ? Dans l'agriculture ivoirienne, il faut le dire, c'est devenu un facteur incontournable de la production. Pas seulement en Côte d'Ivoire, même dans le monde. Vu le développement économique, social, la population pratiquement en croissance exponentielle, aujourd'hui, il est difficile de faire une agriculture sans tenir compte des ravageurs. Je vous donne un exemple, 40 à 50% des céréales sont détruites sur l'effet seulement de rongeurs. Le rongeur commence à s'attaquer déjà même aux aliments avant que l'homme, même qui a fait la production, ne puisse avoir accès. À cela, maintenant, si on vient s'ajouter les insectes, les maladies fongiques, l'exemple, 30 à 45% de la production du cacao peut être détruit simplement par le phytophthora s'il n'y a pas de traitement fongique. Donc, il y a des données bien spécifiques qui font que les pesticides demeurent incontournables. Seulement, il faut les utiliser dans les normes selon la bonne pratique agricole, que ça ne devient pas un poison pour le consommateur et l'environnement. Justement, quel est l'impact sur la santé des populations de l'utilisation des pesticides ? Là, c'est assez délicat, parce que ça va dépendre du type de molécules. Dorénavant, je peux vous dire qu'il y a une grande famille qu'on appelle les organochlorés. Depuis les années... C'est-à-dire que tous les pesticides ne sont pas nocifs pour la santé des populations ? Si c'est bien utilisé, selon les normes indiquées, comme ce qu'on appelle la bonne pratique agricole, de celui qui doit utiliser le pesticide, d'abord lui-même qui applique, il faut qu'il soit protégé. Les doses, il faut qu'il les respecte. Et puis, il y a ce qu'on appelle surtout le délai d'attente avant récolte. Une fois que vous avez traité, selon les types de molécules, vous pouvez prendre 7 jours, 14 jours, 15 jours avant de faire la récolte. Mais si ce délai n'est pas respecté et que vous rentrez, vous faites les cueillettes, vous prenez vos productions avec les résidus de pesticides. Et c'est ce qui est encore constaté dans nos plantations. C'est possible. Nos agriculteurs ne sont pas protégés. Oui. On le constate. Bien sûr. Oui, de l'expérience que j'ai eue sur le terrain, j'ai vu la plupart, beaucoup traitent sans des équipements de protection. Alors ça, c'est dangereux. Quels impacts, comme disait Mélina, sur ceux qui font une mauvaise utilisation, notamment au niveau des planteurs, et puis ensuite quand il y a des résidus pour les populations qui vont consommer donc, ces aliments. Oui.
Bon, dans le cas bien précis de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de traitements qui ont eu en cacaoculture, de culture maraîchère, on appelle généralement horticulture. Les personnes indiquées parfois ne se protègent pas. Il y a eu des formations, on essaie de les sensibiliser, mais souvent ils évoquent le problème de climat dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils portent les équipements, que c'est difficile de se porter, ce n'est pas respirable. Ils prennent l'habitude d'y aller directement en traitant et ils reçoivent le produit sur eux. Le produit peut pénétrer par le port et surtout si ce sont des organochlorés. Ça qui est banni, ça c'est très mortel, ce sont neurotropes, c'est-à-dire qu'ils perturbent le système de l'influx nerveux. Si ce sont des organophosphorés et des carbamates, eux, ils agissent au niveau post-synaptique, c'est-à-dire qu'ils bloquent les médiateurs chimiques encore, mais post-synaptique qui ne permettent pas la transmission. Clairement. Et alors, Pour faire simple, Oui. peut-être pour Oui, ceux qui pour nous faire regardent, simple, pour quelle maladie, par exemple on parle beaucoup de cancer. oui, le cancer, ça c'est plutôt une exposition longue en utilisant certains groupes de molécules qui va se traduire notamment premièrement par ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'il y a des enzymes spécifiques au fonctionnement de l'organisme qui vont être perturbés. Par exemple, si c'est chez l'homme, la fertilité, la fécondité. Si cette chronicité se poursuit, on va aboutir à ce qu'on appelle le cancer au niveau des embryons. Je ne dirais même pas cancer, mais il peut y avoir une mutation génétique qui va entraîner des déformations des embryons fœtales. Ensuite, ce n'est pas fini. Quand on continue, si l'exposition est très longue, puisque le foie et le rein n'arrivent pas à métaboliser, à éliminer, bon, on va se trouver avec une nécrose de foie, c'est de l'hépatique. On parle de qui là? On parle des planteurs ou on parle Des populations des consommatrices, qui consomment Je parle de tout le monde est tous, concerné. tout le monde est concerné, tous ceux qui sont exposés, aussi bien celui qui traite que celui qui consomme. Il n'y a pas de différence. Seulement, ce que je veux dire, ceux qui consomment, c'est plutôt une exposition à longue durée qui va vers la chronicité. Et généralement, si ce n'est pas en cas d'intoxication, on ne verra pas l'effet de la toxicité aiguë. Par exemple, quelqu'un qui est foudroyé, il se met à vomir, et puis sur le champ, il tombe. Et puis, si on n'arrive pas à traiter, à utiliser des antidotes, beaucoup de c'est le cimetière. Au regard de ce que vous nous dites, et particulièrement de ceux qui sont les plus exposés, dans le reportage, nous avons interrogé des étudiants qui disent ne pas être assez sensibilisés sur l'utilisation, les dangers des pesticides. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bon, ça va dépendre de quel niveau. Sinon, en Côte d'Ivoire, quand même, on a eu des programmes de sensibilisation et de formation. Comme je vous l'ai dit, moi-même, je suis formateur de profession. Je suis à l'université, dans le Comment vous cycle expliquez supérieur. ce qu'ils disent alors, qu'ils ne sont pas sensibilisés? On est sur un cas aux d'étudiant dangers. en Oui. BTS. Ah, voilà. Bon, pour préciser. ça, je mets des doutes. Mais enseigner, c'est pédagogique aussi répéter. Voilà. Sinon, il y a quelques années, dans les années de 2000, de 2000 jusqu'à 2012, je dirais même 2015, 2016, nous avons eu des programmes avec le collet ACP, par le biais de l'Union européenne, où moi-même j'ai abandonné ma blouse de chercheur pour aller au contact avec les producteurs, des différentes coopératives ou associations, ou groupements qui font de la production de culture maraîchère en Côte d'Ivoire, où nous avons donné des consignes, des formations en ce qu'on appelait le bon usage, l'usage sécurisé des pesticides. Voilà. Mais généralement, les étudiants dont vous indiquez, la plupart au niveau BTS ou DUT sont des chefs de chantier ou bien, comment on appelle ça encore, des responsables de production, ou bien des RAQT de ces plantations de production. Donc, en principe, eux, nous les avons formés, ce qu'on appelle la formation des formateurs qui puissent se répéter. Bon, peut-être il y a des nouvelles générations qui arrivent, il va falloir peut-être relancer la chose, mais sinon, je pense qu'il y a de la formation et puis il y a de l'encadrement. Alors vous nous avez parlé de cet impact peut-être à court ou à long terme des pesticides sur la santé. On le voit dans d'autres pays qui ont commencé ces agricultures-là intensives avant nous, qu'aujourd'hui il y a des répercussions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, combien de temps il va falloir attendre avant de mesurer le réel impact que ces pesticides ont sur nos populations et aussi sur la terre?
Ah non, là, je suis pas Ou est-ce qu'on est en plein dedans en déjà? plein dedans. Là, je ne serais pas d'accord avec vous. Moi, je vous dis que j'ai commencé dans les années 97, par exemple. Nous avons fait une étude sur le barrage de Bio. Ensuite, dans la ville de Yamoussoukro, même à Abidjan, ici, autour de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, Port-Boué, Songon, nous avons fait des études pour voir l'impact de ces pesticides-là sur le sol, l'eau et la faune. Et il y a des données qui existent. Je vous dirais que quand moi j'ai commencé, la première note que j'ai sortie et que les autorités compétentes ont utilisée, c'est l'interdiction du lindan. Parce que l'étude, aussi bien sur le sol, l'impact sur le sol, et l'eau, la faune aquatique, les poissons, les différentes espèces de poissons qu'on trouve à Côte d'Ivoire, montrait qu'il n'y avait pas de dégradation, qu'il y avait une accumulation de l'isomère gamma-HCH dans les différentes matrices. Et la recommandation a été faite à l'autorité compétente qui a amené l'interdiction, a suspendu l'utilisation du lindan. Il y a plusieurs pesticides qui sont interdits en Côte d'Ivoire, mais on en trouve toujours sur le marché. Comment on l'explique qu'ils soient toujours aussi présents? Ceux qui sont bien sûr interdits, près de 4000 tonnes, on le disait dans le sujet, de produits frauduleux qui arrivent chaque année en Côte d'Ivoire. Oui. Peut-être c'est ma vision de la chose, pour vous faire peut-être la partager. Vous avez vu le domaine humain, la médecine humaine, santé publique. Les pharmacies existent. Oui, il y y a a ce qu'on a... médicaments, bien sûr. Et notre pays, les frontières, vous savez ce que c'est. Donc la plupart, je crois que peut-être ça a diminué, sinon on partage jusqu'à plus de 50% de produits frauduleux qui rentraient par les frontières. Et les autorités compétentes ont bien lutté. Je crois que le ministère de l'Agriculture a un service en charge de l'homologation des pesticides. Avec l'aide du CropLife, ils ont pu quand même à certains moments former les forces de l'ordre. Et il y a eu parfois des saisies. Mais, comme on dit, des gains faciles insistent toujours les gens. Est-ce que c'est la pauvreté qui fait que les gens vont vers ces produits? Est-ce que c'est le manque de connaissances? Le problème se pose. Pourquoi je dis cela? Parce que tout à l'heure, je vous disais que les organochlorés sont interdits, c'est banni, parce qu'ils ne sont pas biodégradables. Les organochlorés peuvent rester plus de 30 ans dans l'environnement sans être dégradés, ça passe d'une forme à l'autre. Et s'ils rentrent dans un organisme, c'est ça qui conduit à la toxicité chronique puis au cancer. Mais il est toujours efficace. Les parasites n'arrivent pas à développer ce qu'on appelle une résistance contre les organochlorés. Par contre, ce qu'on appelle les biopesticides, quand vous utilisez 1, 2 semaines, 3 semaines, c'est dégradé, c'est parti. Les ravageurs reviennent. Il faut que l'agriculteur ait encore acheté le produit pour venir faire un retraitement. Or, l'autre, il le paye à 300 francs contre 3000 francs l'autre bouteille. Ce qu'il a payé à 300 francs, peut-être pour 6 mois, 1 an, il ne fait plus de traitement parce que le produit est remanent et ça reste longtemps. Mais l'autre, il est obligé de répéter. Donc, lui, il se fait le calcul. Pourquoi aller prendre un produit que je vais appliquer 2-3 mois et puis repayer 3 mois? Il fait un gain de temps, d'argent, mais perdant sur sa santé, quelque chose qui n'arrive pas à matérialiser. Merci, tout à fait. Et c'est ce conseil-là qu'on doit porter vers eux pour dire que ça a l'air moins cher, mais c'est très cher pour votre santé et c'est risqué. Côte d'Ivoire, économie qui repose sur l'agriculture à long terme. Si on ne change pas de cap, si on ne change pas d'orientation sur l'utilisation des pesticides, quel portrait vous voyez dans les prochaines années? Non, je pense qu'on est en train de changer. Vous voyez, dans les années 70 à 80, on faisait ce qu'on appelle le traitement systématique. C'est-à-dire qu'on a l'itinéraire technique de certaines cultures, de planting à la production de fruits. Et on sait que ça passe par différents stades. Et les études ont été menées. On sait qu'à tel stade, il y a telle maladie, il y a tel ravageur. Donc, les producteurs étaient formés. Systématiquement, il y a maladie, il n'y a pas maladie à tel stade. Ils tapent là-dedans. Ils tapent là-dedans. Mais aujourd'hui, on dit non. Il faut poser le diagnostic. Essayer d'identifier quel type de maladie, quel type de ravageur. Est-ce qu'il est opportun de traiter? Si on doit traiter, est-ce qu'économiquement c'est rentable? Et puis ensuite, les produits que nous allons utiliser, est-ce que c'est des produits biodégradables? Donc, toutes ces questions-là. Une solution, l'agriculture bio? Oui, c'est une solution. Mais seulement, parfois, les gens ils font la confusion. Parce que l'agriculture bio ne veut pas dire qu'il faut retourner à la culture des cueillettes. Même dans l'agriculture biologique, telle qu'on le dit, il y a des pesticides qui sont tolérés. Des pesticides biologiques, ça existe. Et on peut traiter. Oui, alors l'agriculteur qu'on voit dans le sujet fait ses propres pesticides qui sont obtenus à partir de plantes.
Oui, ça existe. Donc, ça... Mais il faut qu'il l'utilise selon les bonnes pratiques agricoles. Bien sûr. Sinon, nous, on dit en toxico, tout est toxique, rien n'est toxique. Seule la dose fait le poison. Même le café que nous buvons, si vous ne respectez pas les doses, ça devient toxique. Merci, professeur Arjuma Dembélé. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche et en agronomie et en écotoxicologie à l'université Nangui Abrogwa d'Adjamé. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous et de l'opportunité que vous m'avez donnée d'échanger avec vous. Toujours un plaisir. Merci infiniment. Et en deuxième partie de soirée, Pierre, on reste plus ou moins dans la même veine. Et oui, on parle toujours protection de l'environnement, petite évasion à fresco, petit paradis vert à l'équilibre fragile. Et ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours si nombreux à nous suivre. C'est une destination authentique qu'on vous propose ce soir, Mélina. Et oui, direction Fresco, une ville qui abrite des sites naturels magnifiques, forêts classées, lagunes, mers, rivières, falaises, faune exceptionnelle. Fresco a tout pour plaire et pourtant, ce petit paradis vert ne tient qu'à un fil. Patrick Brédé, Roméo Tapé, Serge Roland-Ducard. À 220 km d'Abidjan, un bout de paradis verdoyant, niché au cœur de la région du Boclé. La ville de Fresco a su conserver son côté sauvage. Sa muraille de végétation luxuriante donne à ce décor de carte postale des allures de sanctuaire où l'eau douce côtoie l'océan Atlantique. Véritable invitation à la découverte et au dépaysement, cette oasis n'a aucun secret pour Jacques Diegba. Ce guide touristique navigue sur ce cours d'eau depuis plus de 40 ans. Nous sommes sur une partie de la lagune appelée le Goglet. Et cette voie de Goglet nous amène au carrefour des deux rivières qui sont le Nyungunu et le Bolo. Ce que vous voyez là, vous découvrirez tout au long de ce passage de la lagune là, vous verrez que le paysage est très beau. Même en l'absence de touristes, Jacques ne se prive jamais de ce grand bol d'air frais qu'offre la fraîche côte, comme l'avaient surnommé les premiers explorateurs portugais, qui donnera plus tard Fresco. Nous venons là, si c'est pour la pêche ou pour aller au champ ou bien pour une balade quelconque, il arrive que on est sous l'emprise de l'environnement parce qu'on respire bien la nature, l'air est fraîche, l'air est tellement frais qu'on respire le bon air. Moi, par exemple, quand je viens pour la pêche, je suis très à l'aise. Au fil du Goglet, la mangrove se laisse découvrir. Cet enchevêtrement de racines est un écosystème pour une riche biodiversité. Et dans cette mangrove-là, il y a les palétuviers de tout genre. Une forêt de palétuviers à travers laquelle on voit aussi des oiseaux aquatiques. Dans ces palétuviers-là, les poissons viennent se multiplier. Et puis, cette branche de lagune-là, c'est la voie des lamatins. La voie qu'empruntent les lamatins pour venir dans la lagune. Et par cette même voie, les lamatins remontent la lagune pour aller se nourrir. Est-ce qu'on en voit encore? Oui, les lamatins sont là, mais ce sont des mammifères qui ont peur, qui ne sont pas agressifs, certes, mais ils ont peur de l'homme. Et disons aussi la vérité, tellement qu'ils ont été, comment dirais-je, braconnés, que leur population a diminué. C'est pourquoi de nos jours, on ne les voit plus dans la journée. Sinon, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on pouvait voir pendant le jour, on pouvait les voir. Pour nous, qui espérons voir les lamantins,
ça ne sera pas pour cette fois. Cette voie de navigation où se croisent différents cours d'eau a été la colonne vertébrale de Fresco. Nous avons le Bolo à notre gauche et à la droite, on a le Nuniru. Ce lieu est nommé lieu de la séparation, le lieu où les gens se séparaient. Pour ceux qui allaient à Boyko et ceux qui pouvaient aller à Gimplida et dans les villages un peu plus loin. Par le jeu des interconnexions des cours d'eau, ce tronçon servait pour le déplacement de ces peuples de navigateurs. La lagune Ebrié arrive jusqu'à Grand Laou et elle est reliée par un canal à celle de Fresco, le Goglet. C'est par cette voie-là que nos parents ont voyagé dans le temps jusqu'à Abidjan. Mais aujourd'hui, ce canal-là est fermé par les roseaux. Elle est fermée par les herbes aquatiques. On aurait bien voulu qu'il soit ouvert. Comme ça, d'Abidjan, on peut emprunter une embarcation avec les touristes pour regarder le paysage jusqu'à Fresco. Il est temps de remonter la lagune. Ce pôle d'équilibre écologique nous amène sur les berges de ce qu'était Fresco jusqu'en 1965. Le gaudier de Fresco n'a pas voulu partir d'ici. Il n'a pas voulu aller de lui-même. Parce qu'on se sentait très à l'aise. On était entouré des eaux, de la mer et de la lagune. Et dans les deux eaux, il y avait de l'abondance de protéines, le poisson. Il y avait du poisson, de l'abondance de poisson. Donc nos parents étaient tranquilles. L'ancien Fresco, ou du moins ce qu'il en reste, c'est cette portion de terre d'à peine 1 km de large, coincée entre la lagune et l'Atlantique. Ce banc de sable-là n'est plus pareil à celui sur lequel nos parents ont vécu très longtemps. C'était un banc de sable qui était très large. On pouvait voir le village à perte de vue. Mais il a été grignoté par l'érosion côtière, le changement climatique, l'avancement de la mer. Chaque année, la mer a fait son travail pour diminuer le banc de sable, jusqu'à casser les cases de nos parents. C'est pourquoi nous sommes partis de là. Cette langue de terre, grignotée peu à peu par la mer, est aujourd'hui occupée par les pêcheurs ghanéens. Chef, Nana, Ayo, Chef Nando, Ayoga, Nana, Ayoga. Pour garder leurs moyens de subsistance, les habitants ont décidé d'engager le bras de fer avec la mer. Nous, on a habitué de ça. Bon, il y a souvent, si ça se fâche là, c'est dangereux. Nous, quand on a habitué de ça, ça a devenu nos freins. Voilà, si ça se fâche comme ça, là, on courit, ça va jusqu'à dans la lagune. Ça passe dans les maisons, il y a souvent, ça casse des maisons. Difficile de dire combien de temps ces habitations situées à une vingtaine de mètres du rivage vont résister à l'océan. On peut quitter ici, à cause de notre travail avec les matériels. Là. On ne peut pas ménager en ville là-bas. Il y a souvent, si le temps de main, si on a fumé les poissons, les fumées là, si ça rentre dans la ville, ça fatigue les gens. C'est pourquoi tous les jours là, on devrait laisser auprès de l'eau bord, pour pas qu'on va provoquer les maladies pour les autres. Mais à l'évidence, le combat est perdu d'avance. À quelques mètres du village, le réchauffement climatique accélère l'érosion des côtes et le déplacement de cette embouchure qui jouxte cette réserve forestière. Ça m'inspire la beauté de la nature parce que de nos jours, ce genre de forêt n'existe plus. La faune a été détruite chez nous là. Donc c'est le peu de forêt qui nous reste là. Donc en venant auprès, en venant là-dedans, on découvre beaucoup de choses. Il y a la faune, certes, mais il y a aussi l'aspect touristique qu'il ne faut pas négliger.
à travers la forêt. En passant à travers cette forêt-là, on trouve des animaux, des arbres qui n'existent plus, qui ont presque disparu. Cette catastrophe naturelle silencieuse s'attaque aussi à l'un des remparts de la plage. Pour rejoindre la falaise, site touristique sur lequel veille jalousement Jacques, nous devons traverser cette forêt de mangroves. Il y a quelques années, cette végétation avait disparu. La forêt des palétuviers disparaissait. Vous voyez, c'est des jeunes repousses là. C'était dû à quoi? On ne sait pas exactement ce qui a fait, mais il y a la main d'homme, il y a aussi les produits chimiques, il y a tout un tas de choses qui ont fait disparaître les palétuviers là. Donc, il y fut un moment où les jeunes du village, il y a un vieux d'abord, le vieux Coco Georges en son temps, et puis les jeunes ont suivi, qui ont fait ces reboisements-là. C'est toute la biodiversité qui se trouve menacée. Ils n'ont plus d'endroit pour se reproduire. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait beaucoup de poissons à Fresco. C'est parce que ces poissons-là avaient des endroits pour se reproduire. C'était dans la mangrove, sous les palétuviers. Et quand les palétuviers ont disparu, les poissons sont exposés facilement à la prise. C'est facilement exposé, ils n'ont plus d'endroit pour se reproduire. Cette opération de reboisement permettra à long terme de repeupler cette lagune. Cet espoir, Jacques aurait voulu l'entretenir pour sa falaise. La falaise, c'est ce bloc de terre d'environ 500 mètres de long et haute de 4 mètres. On ne passait pas par ce côté-là, on contournait la falaise. Mais si aujourd'hui, la falaise est arrivée à ce niveau, ça veut dire que chaque jour, chaque année, la mer fait son travail. Elle sévit, elle casse tout, elle emporte ce qu'elle peut. La falaise, c'était le bouclier de la plage de Fresco. Parce que au large déjà, ça freinait la mer, ça freinait l'érosion. Au fur et à mesure que la falaise est dégradée, elle est finie, aussi la plage n'existe plus. À chaque grondement des vagues, ce sont des portions entières de la Grande Muraille qui disparaissent. Vous voyez le sable là, c'était à ce niveau-là. Ça avait couvert les roches jusqu'à ce niveau. Mais vous avez vu que c'est devenu bas, puisque la mer fait son travail. Elle enlève le sable. Et après, elle va s'attaquer à la roche, à la côte même. Et quelle que soit la résistance de la pierre, la mer la casse. Une disparition programmée pour laquelle Voici un crabe fossilisé. le gardien des lieux souhaite la création d'un musée. On peut créer un musée, prendre tout ce que nous pouvons exploiter et puis les exposer dans ce musée-là, pour que les gens puissent venir voir. Malgré l'érosion de ses côtes, la ville des eaux a su préserver un mode de vie et une activité économique autour de la pêche. Roselyne fait partie des héritières du business du poisson. Monte vite. On met ton bagage là. Ce matin, elle doit se ravitailler dans un village fanti situé à 2 heures de navigation. Nous, on va acheter le poisson de l'autre côté là-bas, on l'appelle là-bas à Coin de Doux. Donc on s'en acheter le poisson. Il y a d'autres qui vont à Fresco plage, nous on va à Coin de Doux. C'est là-bas, on se débrouille. C'est là-bas, on s'en acheter nos poissons. C'est là-bas, on gagne nos pains. Voilà. Pour rejoindre Pandédou, un seul moyen, la pinasse. Ce moyen de transport où s'entassent passagers et bagages est le seul moyen de relier
certains endroits de Fresco. Les pinasses sont très importantes pour l'évacuation des pêcheurs qui vont sur l'eau pour pêcher les poissons et puis les revendre à nos mamans qui sont dans le village pour revendre. Voilà, parce que sans la pinasse, bon, pas d'activité. Il y a 3 différents coins. Il y a Fresco plage, où habite l'Infanti. Il y a Fresco Gaïzon. Bon, ça c'est pratiquement les champs, les campements. Et il y a Fresco Pantedou. Voilà, Fresco Pantedou, c'est un groupe de Fanti. Bon, leur activité aussi c'est la pêche. Quelques minutes après le départ, la pinasse procède à son premier transbordement. En pleine navigation, bon, on charge parce que c'est nécessaire, parce qu'ils ont besoin de partir sur l'autre côté. Bon, sans nous, ils ne peuvent pas. Sans nous, ils ne peuvent pas. Parce qu'on est obligé d'apporter parallèlement pour qu'ils puissent monter. Et puis, bon, on l'emmène. Cela fait 7 ans que Roselyne effectue ses traversées. Il n'y a pas à manger là-bas. Donc, quand nous on quitte ici, on paye un peu de tout pour aller vendre ça là-bas. Voilà, ça va à Teke là, c'est pour aller vendre ça là-bas. Voilà, il y a les boutiques là-bas. Il y a un peu de petites choses là-bas. Comme le village n'est pas trop grand, c'est un petit village. Notre embarcation suit le cours du fleuve, le Ñuñoro. On se croirait sur un bras de l'Amazonie dans ce décor hors du temps. Un tronçon que maîtrise parfaitement l'équipage. C'est le virage le plus risqué parce que c'est à double virage. On va de ce côté de gauche et puis à droite. Donc, arriver ici, il faut vraiment aller avec beaucoup de lenteur, beaucoup d'intelligence. Pour ne pas partir à gauche, pour se retrouver dans les herbes. Bon, ces herbes sont typiquement empoisonnées parce qu'il y a des piquants. Et puis, quand ça pique, c'est comme du poison. Avec une barque chargée, les passagers ne sont jamais assez rassurés. En tout cas, on a peur, mais parce que le coin là, ça fait peur. Le tournant là, on a toujours problème ici quand on vient. Le coin nous fait toujours peur. Parce que le courant d'eau est fort. Donc quand on vient comme ça là, pour tourner, pour rentrer là, on a toujours les problèmes, puis on a toujours peur le coin là. Nous voici à Pandédou. Pour fuir l'érosion côtière, le village a été déplacé de l'autre côté du fleuve. Dans cet autre monde, vendre et acheter est la première règle. Voilà. À peine arrivée, Roselyne commence sa randonnée. D'abord chez le boutiquier pour vendre son attiqué. Nimo, voilà l'attiqué là. Ici là, ça va 14 000. Ici à 3 500. Ici là, c'est 8 000 juste. Il n'y a rien dessus. Pour ce village isolé, l'arrivée des pinasses est une aubaine. 25 500. Voilà. Faut regarder ça là, si il vient hier. Si j'ai fini de déposer quand je suis parti, mais payer le poisson, si je finis le soir, vers 17h, 18h, je viens, je fais le point et puis me donne la ticket, puis on s'en va. Ça va, quand on dit le soir, même ça finit. Là, c'est demi-journée. Même, vous avez trouvé 3 cuvettes dans la pinasse. Ça s'en va de l'autre côté aussi. Arrivé là-bas, c'est une dame qui est là-bas qui attache ça. Elle, comme elle est ici, elle est là, elle prend tout son temps. Mais comme moi, je suis un peu chap là. L'arrivée des pinasses, ça a beaucoup facilité nos déplacements. Voilà, parce qu'à chaque moment, les femmes gaudiers quittent là-bas en ville, on les fait commission, nous envoie. Donc on voit que ça nous a aidé beaucoup pour faire nos commercialisations. Il faut maintenant faire le tour de ces pêcheurs. Et ça, c'est quoi l'étape maintenant? On va dans la cuisine, le poisson, si c'est là-bas, si c'est pour peser, je vais peser. Maintenant, si c'est pas pesé, si c'est placé, on place et puis je viens laver pour mettre sur la glace. Vous savez exactement, vous avez quelqu'un qui pêche ici? Oui,
C'est ceux que vous avez dépassés là, c'est eux qui pêchent en fait. Ce sont les grands frères. Les jeunes là, c'est les grands frères qui sont là. C'est eux qui pêchent pour moi. Madame, bonjour tout le monde ici. Voilà, en tout cas ça va ici. Carpe, soso, ceinture, requin, brochet se négocient. Des poissons très prisés des consommateurs des grandes villes. Les poissons les plus demandés, c'est soso et capitaine. Les gros capitaines, mais aujourd'hui on n'a pas eu de gros. Sinon il y a des jours on gagne les gros poissons. Mais c'est pas peut-être qu'on va tourner, juste qu'on va tourner. Si je n'ai pas eu mes soeurs, et puis on en voit aussi. Aujourd'hui la pêche n'a pas marché. Sinon d'habitude là, quand on vient on gagne plus que ça. On gagne bien beaucoup, mais aujourd'hui la pêche n'a pas marché. T'as vu c'est quoi tu mets là? T'as vu, c'est un bon poisson. Attends. Attends comment? Ça me dit. Le poisson est conditionné et stocké au fur et à mesure. Une opération que n'attendra pas la barque déjà remplie de nouveaux produits pour la ville. À bord, on peut profiter de l'un des plus beaux couchers de soleil. C'est sur la terre ferme que Fresco revendique un pan de son riche patrimoine vestimentaire, aujourd'hui disparu. Le pagne que porte William est en apparence bien connu des Ivoiriens. Son nom usuel, allons à Gagnois. Ce pagne tire son essence de ces marais. C'est le pagne raffia authentique. Et il se fait à base de ces rameaux qu'on extrait dans les bas-fonds et particulièrement sur le raffia. Parce qu'il y a deux façons de raffia. Il y a un raffia qui est esselé et il y a un raffia qui se forme en groupe. Mais c'est le rameau du raffia esselé qui transforme. C'est avec lui qu'on travaille sur ce pain-là, qu'on appelle aujourd'hui communément allons à Gagnois. On croirait que c'est l'un des deux, mais ce n'est pas l'un des deux. C'est des tiges qu'on extrait d'une membrane. On aura l'occasion de vous le faire découvrir. Comment est-ce qu'on extrait la membrane de la palme pour qu'elle travaille, on la met au soleil, elle devient sèche. Après, on commence à faire le travail qu'il faut pour faire ressortir ce pain-là. Pendant plusieurs siècles, la fabrication de ce pagne était l'apanage des gaudiers de Fresco. La coiffe que j'ai là, et puis le pagne que j'ai mis, il y a nous autour des reins, ce sont des pains qui sortent qu'à des grandes occasions. Quand le peuple gaudier veut aller soit au 14 juillet, dans le temps à Grand Laou, c'est à cette occasion-là que ce pain sort pour que nos moments soient parés pour qu'elle y aille. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de savoir que notre pays tire son nom de chez nous, mais aussi il faut savoir que le pain qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Ivoiriens qu'on appelle allons à Gagnois a des sources de Fresco. Ce n'est pas un pain fait en coton, ce n'est pas un pain fait en tissu, c'est un pain fait de fibres de raffia. Ce n'est pas allons à Gagnois, c'est le Nigberidokwe, qui veut dire pain fait à base de fibres de raffia. Pour William, il faut rendre au gaudier de Fresco ce qui est au gaudier de Fresco. Il faut que toutes les choses aient une genèse. Le pain aujourd'hui, plusieurs peuples se l'approprient. Il est un pain de grandes occasions, mais il faudrait qu'on sache l'origine du pain. Aujourd'hui, il n'y a pas une manifestation en Côte d'Ivoire sans que le pain raffia ne soit là. Mais d'où est-ce qu'il vient? On le porte, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Nous avions hier des femmes aidées par des hommes qui faisaient ce pain-là. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a plus, mais il faut que nous revendiquions la paternité de ce pain-là. Raison pour laquelle nous sommes venus nous ressourcer au bas-fond pour dire que ce pain part d'un bas-fond pour qui sert aujourd'hui de tenue vestimentaire. À l'image des autres pains, nous aussi revendiquons que notre pain soit reconnu au niveau du patrimoine national. À l'époque, une fois le raffia récolté, il fallait tout de suite extraire la membrane. Quand on coupe, immédiatement il faut qu'on attaque. Il faut qu'on essaie d'extraire la membrane.
Parce que quand ça sèche, ce n'est plus utile. Donc dès qu'on revient, on donne aux dames, allez, directement rentrent à l'usine et commencent à extraire la membrane. Oui, c'est comme ça. Parce que quand ça sèche, là où nous avons mis, quand nous revenons un peu plus tard, il est devenu sec déjà. Quand il est devenu sec, la membrane ne peut plus se séparer de la palme. Donc, au moment où c'est encore frais, et on prend toutes les dispositions maintenant pour extraire la membrane. Un procédé minutieux qui requiert de la dextérité des femmes. Ce savoir-faire ancestral s'est peu à peu perdu à travers les âges. La seule étape que nous maîtrisons, à savoir aller couper le rameau de raffia, venir extraire la membrane comme ils sont en train de le faire, et puis la mettre au soleil pour qu'elle sèche. Mais si elle sèche, à quoi elle sert? Nous, à notre niveau, nous ne pouvons plus, nous n'avons pas eu la notion de tisser ce pagne-là. Donc, si, voilà. Nul n'est allé à cette école-là pour savoir tisser le pagne aujourd'hui. Mais nous avons entendu dire que nos parents l'ont tissé. Nous avons encore la matière première pour pouvoir essayer de faire revivre le pagne. L'originalité de ces paysages reste le meilleur atout de Fresco pour attirer les amoureux de nature. Cette destination authentique demeure tout de même un paradis très fragile qui attend l'exécution du projet Waka pour la sauvegarde de tous les littoraux ouest-africains menacés. Le Gbokle n'a pas fini de nous surprendre. Bon bah ça y est, hein, c'est parti, direction Fresco. Bah oui, petit sac à dos et on y va. Allez, c'est parti. Contempler ces paysages et cette belle faune. On fait rentrer le guide. On va faire rentrer le guide. Patrick Brédé, bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes l'auteur de ce reportage. Ouais. Merci de nous avoir fait voyager. Quel a été votre sentiment lorsque vous arrivez à Fresco pour la première fois? Ouais, bonsoir Nina, bonsoir Pierre. Bonsoir. Tout de suite, quand on arrive, on se rend compte d'une chose, c'est que Fresco, c'est très vert. Et c'est très arrosé. Petite ville, mais c'est très vert. Et la ville des eaux. Hein. Ah oui. On a des rivières, on a une lagune, la dernière lagune de Côte d'Ivoire. Et puis, on a l'océan Atlantique. C'est un mélange de tout ça qui, tout de suite, vous subjugue. Vous restez là, planté, à admirer. Qu'est-ce qui fait sa particularité à cette ville? Ce sont ces eaux, ces paysages, il n'y a que ça? C'est très reposant. C'est très reposant. Il y a une connexion qui se fait avec la nature. Pour les amoureux de nature, en tout cas, c'est un endroit où tout de suite, on se sent bien. Ça apaise. On ressent les bienfaits de l'environnement, de la nature. C'est ça. C'est différent. Quand vous êtes sur une embarcation, en pleine nature, sur l'une des rivières ou sur l'un des fleuves, je vous assure, des lianes, la mangrove, on se sent un peu le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Un peu. Alors justement, on parle de nature, on parle d'éléphants, de lamantins dans cette zone. Qu'en est-il réellement? Parce qu'on n'en voit pas dans votre sujet, vous qui avez d'habitude beaucoup de chance. Et là, cette fois, vous avez fait chou blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Déjà, pour les éléphants, on n'a pas eu les accès. Parce que c'est les derniers éléphants, c'est vraiment une zone très hyper protégée. Et ça a été une grosse déception, pour une fois. Et les lamantins aussi, on s'attendait à ce qu'on les voit. Mais on est allé sur leur chemin. C'est un chemin qui est aujourd'hui très, très emprunté par les barques motorisées. Et les lamantins sont des mammifères qui ont peur, qui se méfient. Déjà pour cette raison, mais aussi parce que ils sont devenus l'objet de convoitises de personnes qui estiment que la viande est succulente. Donc ils sont braconnés. C'est difficile d'en voir. On est resté quelques jours quand même. Et rien n'est fait dans la région pour les protéger ces lamantins? Eh bien, c'est pas pour l'instant la priorité. C'est pas pour l'instant la priorité. Les villageois, les habitants, ceux qui ont la chance, les aperçoivent comme ça les soirs dans les réseaux, mais c'est pas une priorité. Les priorités pour Fresco sont ailleurs et je vous assure que c'est pas forcément l'environnement. Oui, on parle de... Alors, priorité, est-ce que l'avancée de la mer en est une pour Fresco? Là encore, on est un peu déçus
quand on voit le potentiel écologique qu'a cette ville de la région du Boclès, on se demande bien pourquoi est-ce qu'on est resté aussi inactif. Vous imaginez, c'est un phénomène qu'on a vu venir quand même. À Fresco, la ville actuelle, donc l'actuel site, était sur un autre site qui a été rongé petit à petit. On a dû se déplacer, mais on est resté là vraiment sans se bouger. Fresco, c'est une biodiversité importante, très importante. Comme je vous le dis, vous avez beaucoup de courants d'eau, on a la mer, on a des forêts, on a donc des essences qui sont pour certaines en voie de disparition. Et puis, on a toute l'activité économique qui tourne autour du poisson. Donc, on met en danger aujourd'hui même la stabilité économique de toute la ville, qui repose sur la pêche, parce que s'il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de poissons. Et ça, c'est déjà ça. Et vous voyez sur les images, l'un des sites qui servait véritablement de rempart à la ville de Fresco, donc à l'ancien site, est véritablement mangé. Il faut le dire, dévoré par les eaux. Si rien n'est fait pour lutter contre cette érosion, est-ce que Fresco pourrait disparaître à l'image de Grand Laou, je pense à Laou Panda, qui est dans une situation très urgente. Est-ce que la situation est urgente aujourd'hui à Fresco? C'est vrai que la situation n'est pas urgente parce que l'actuel site, je le répète, de la ville se retrouve un peu plus loin de la berge. Le site qui est vraiment attaqué, c'est là où on a aujourd'hui des fantis, des pêcheurs ghanéens, qui ont décidé de rester là. Mais ces pêcheurs sont au cœur de l'organisation même de la société à Fresco, parce que c'est eux les pêcheurs. C'est eux les pêcheurs. Tout de suite, c'est vrai, il n'y a pas d'urgence. Mais quand on sait, et je le dis, quand on sait que Fresco a même une place très importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est de Fresco que la Côte d'Ivoire tient son nom. La côte des Ivoires. Des Ivoires. C'est là-bas que les explorateurs français découvrent une foultitude d'éléphants. Ils se disent, ah ben voilà, on est sur la côte des Ivoires. Pour ça. Et ensuite, toute la flore qui est à disposition, il faut réagir. Mais que faut-il faire? Dans quelques années, Fresco va peut-être pas être touché. Mais les quelques années, c'est combien de temps exactement? On n'a pas de projection. Mais on ne peut pas se projeter. Mais moi, je dis, quand on voit comment la falaise est avalée, c'est pas trop fort de le dire, la falaise est bouffée, vraiment bouffée, mais ça peut aller à une vitesse grand V quand on voit le niveau de réchauffement de la planète. Alors aujourd'hui, le littoral ouest africain, il y a un système de protection. En tout cas, il y a un organisme qui a été mis en place pour la protection du littoral ouest africain. On espère que Fresco pourra bénéficier donc, de cet apport, de ces connaissances, pour essayer de sauver ce patrimoine. Dernière question, Patrick, avant qu'on se quitte. Est-ce que Fresco dispose aujourd'hui d'infrastructures pour accueillir un tourisme de masse? Ben là encore, c'est une toute petite ville, baignée dans les eaux. Ben, par moment, on a du mal à avoir de l'eau en pleine ville. L'électricité, c'est pas non ça. Les réceptifs hôteliers peinent à se mettre en place. Ça n'enlève rien au charme de la ville. Pour les amoureux vraiment de nature, Fresco, c'est pas l'endroit où on va forcément à l'hôtel, mais il faut aller dans pleine nature. Pour les amoureux de pleine nature, c'est le lieu idéal. On pose la tente et... Ben oui, et même ils ont gardé un élément qui est important, c'est que vous allez dans des villages un peu plus loin, parce qu'on est obligé d'aller un peu plus loin pour avoir du poisson, mais c'est des endroits où on fait pratiquement du troc, on revient avec un peu de denrées, on donne, l'autre donne ce qui est là, ça a son charme. Solidarité. Ça a son charme. Et je pense qu'on peut toujours continuer à rêver. Merci Patrick Brédé de nous avoir fait voyager à travers ce reportage. Merci. Merci. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Et oui, plaisir de vous informer et de vous faire voyager. Et c'est déjà la fin de ce numéro d'NCI Reportage. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et si vous souhaitez voir ou revoir tous nos reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube de NCI. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.